Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien cette fin d'année? Oh yeah, we got this. Yes, we got this. Donc, commençons avec les shameless plugs. COVID, l'autre vague, c'est là que finalement ça a explosé. Fait que là, on enregistre. On est confiné encore. Souhaitons que ça soit que léger, qu'on ne se retrouve pas un confinement sévère comme l'an prochain. Fait que soyez sages pour le temps des fêtes, pour le temps qui reste, puis souhaitons qu'on va passer à travers comme il faut. 4 au 6 avril prochain, le Sécure revient et du 4 au 8 pendant la semaine numérique organisée par Québec numérique. Commençons par les nouvelles. On va faire un retour. On va commencer avec la tienne, Vincent, avec Clearview AI est encore dans les nouvelles, est encore nous créer du divertissement? Ben oui, écoutez, là, à peu près 2 semaines, il y a un petit article qui est sorti là, dans la presse canadienne puis qui a fait un petit peu le tour. C'est un petit article très court, bien entendu. Là, vous connaissez la position présentement de Clearview AI et du Canada, ainsi que certains autres pays, notamment l'Australie, puis des pays d'Europe, là. Ils ont la conviction justement de l'utilisation de données dans le cadre d'enquêtes, de recherche, etc., mais des données obtenues de façon, disons, pas tout à fait éthique. On parlait de, si je me souviens bien, là, quelques milliards justement de photos de différents individus sur les réseaux sociaux. Là, il y a 3 organismes provinciaux canadiens là, qui surveille la vie privée, qui ordonne maintenant à la société de purger, annihiler, détruire, pulvériser en fait l'ensemble de leurs bases de données. Il s'agit de la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec. Donc, il semble que ce soit des demandes qui sont totalement formelles, qui ont passé la chaîne d'approvisionnement standard. Standard et public, bien entendu, parce qu'on a accès à l'information ici. Et puis, ça fait suite justement à l'enquête conjointe des 3 autorités provinciales, chargées de la protection de la vie privée, qui font cette demande-là. Alors voilà, une autre tuile qui est en train de s'abattre sur la firme Clearview AI. Alors moi, je vous pose la question, que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir une annihilation de la compagnie, mais la formation d'une autre compagnie? Hein? Là, je suis en mode complot. Là. Est-ce qu'ils vont permuter vers une nouvelle entité qu'on ne connaît pas, qui va apparaître soudainement avec une base de données impressionnante? Alors, je vous agace ici, là, je suis en plein scénario. Ça ne flash pas pour la compagnie. Là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pays dans le Canada qui émettent une forme de pression. On peut comprendre socialement, là, puis on peut comprendre l'utilité d'une telle base de données dans des compléments d'enquête, etc. On comprend tout ça, mais il y a tout de même une chaîne d'approvisionnement qui se doit d'être éthique, encadrée, pour justement donner hors de tout. Ça me fait penser à Rapport minoritaire de Steven Spielberg avec Tom Cruise. On ne cherche pas à prévoir et prédire ici, là, mais ça pourrait mener à peut-être des mauvaises conclusions, à des dossiers d'une certaine, je vais dire significative, d'une certaine importance, pour toutes sortes de raisons. Mais, en tout cas, c'est mon opinion ici, mais ça me fait fabuler un petit peu. Ça va être intéressant de voir ça évoluer parce que effectivement, comme tu dis, là, on est dans des eaux troubles au niveau éthique parce que on sait justement est-ce qu'on veut vraiment pouvoir prédire les crimes ou pas et dans quelle mesure cette approche-là elle est stable et utile finalement pour la société. Et là, tu reparlais justement le fait que Clearview AI a acquis de façon non éthique les photos sur les médias sociaux. Fait que à terme, ça crée d'énormes problèmes, cette situation-là. Donc, comment ils ont procédé, dans le fond, en trichant un peu ou en se s'abreuvant dans l'espace public comme ils ont fait. Puis en plus, bref, tout ça est intéressant parce qu'au point de vue canadien, comme Clearview AI n'existe plus, parce que tu en avais parlé, il avait plié bagage il y a quelques temps d'ailleurs, il était sorti du Canada.
Justement, parce qu'ils ne se sentaient pas très bienvenus. Là, on a confirmé qu'ils sont effectivement pas très bienvenus chez nous parce qu'ils ont une approche qui est hostile à la protection de la vie privée, même si de l'autre côté, il y a quand même un bénéfice. Puis ça, c'est toujours l'espèce d'équilibre entre le bénéfice qu'on en tire réellement de tout ça à le coût qu'on paye socialement qui est associé. Puis là, je pense que l'équilibre n'est pas tout à fait là. Puis par rapport à tes fabulations, oui, probablement qu'ils vont revendre leurs affaires, leurs données à une compagnie qui va les acheter. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec le groupe NSO, qui eux aussi commencent à être sévèrement dans l'eau chaude. Au-delà du fait, là, Apple, avec la poursuite, c'est peut-être un plus un cirque médiatique, mais la réalité, c'est que le gouvernement américain a décidé de les mettre sur les listes blacklistées. Donc, de ce moment-là, c'est une compagnie qui se trouve dans un contexte qui est vraiment plus capable de vendre de produits, donc qui est en train de péricliter, et eux n'ont pas de capacité à revendre leur technologie ou à leurs choses. Fait que c'est aussi intéressant de voir l'évolution et comment on change socialement. C'est-à-dire que autant on peut dire il y a quelques années, on aurait accepté plus facilement que Clearview AI fonctionne avec comment ils opèrent. Maintenant, on est beaucoup moins tolérant à ce genre de choses, en tout cas, du moins en apparence. Ouais, mais écoute, l'utilité est là, l'utilité est avérée, l'utilité est confirmée. Ce qui a manqué, c'est de l'éthique puis de l'encadrement. L'entité, là, je suis convaincu qu'à la base, il misait sur la bonne foi, justement, mais ils sont allés trop vite, peut-être. Ils sont allés trop vite dans leur modus operandi. Ils ont opérationnalisé leurs produits beaucoup trop vite. Peut-être avoir fait un échantillon des tests. N'oubliez pas, chez un auditeur, les tests, c'est concluant, c'est important. Mais dans le cadre ici d'une je sais pas moi, de développer une offre de service, encadrer ça, moi je vois que c'est d'une utilité justement d'une autorité fédérale, peu importe le pays, puis une autorité justement qui a force de loi, entre autres, avec les objectifs qu'ils veulent atteindre. De reconnaître quelqu'un dans une boutique pour l'influencer à acheter un rouge à lèvres, fuck you, Westy, là. Hein? Les vendeurs de rouge à lèvres n'ont pas besoin d'un outil. En fait, ils ont besoin d'un outil comme ça, mais l'utilité est beaucoup plus profonde et beaucoup plus. C'est beaucoup trop sophistiqué, les avenues d'une telle utilité. Ça aurait dû être encadré, mais beaucoup plus tôt dans le processus. Ça fait un bout là, que ça existe, cette compagnie-là. Là. Ça fait quelques années. Ça fait un bout. Ça fait pas 100 ans, là. Ça fait quelques années. Mais il a fallu qu'il fasse quelques bourdes, malheureusement, publiques pour se mettre en fait sur le spot, puis déceler par question, par évaluation, par enquête, qu'effectivement, tout leur modèle, en plus d'être intéressant, mais l'acquisition pour arriver à leur fin, ben, c'est le bout qui les a bouffés, là, justement, malheureusement. L'appât du gain semble avoir eu raison de toute logique en arrière de ça. Ou littéralement, leur modèle d'affaires n'était peut-être pas viable, mais tu sais, je parle de rouge à lèvres, c'est une chose. Dans le cas de la protection des individus, ça en est un autre. C'est de voir comment on est capable de balancer. Puis c'est toujours ça qui est très difficile, de comment on balance les deux éléments. Pour mon récent passage en Europe, la sensibilité que les Européens, en tout cas du moins les Français, ont par rapport à ces questions-là ne sont pas les mêmes que les nôtres pour plusieurs raisons, parce que culturellement, ils n'arrivent pas exactement de la même histoire ou avec le même degré de liberté que nous avons toujours eu comme peuple. Liberté pour qui on peut contester jusqu'à un certain point, mais on n'a pas connu des époques de forme d'esclavage très fortes que l'Europe a connu davantage que nous. Fait qu'on est moins interpellés, peut-être justement pour ça que les Américains sont beaucoup plus libéraux tant qu'à l'usage intempestif des informations personnelles sans y voir les risques associés, contrairement aux Européens. Eux ont vécu des cycles très importants de contrôle des masses qui, eux, les avertissent davantage, sont un peu plus sensibles à cet élément-là. C'est de voir comment on va être capable de marier tout ça dans l'univers mondial dans lequel on est. Puis en même temps, tu as l'exemple extrême de la Chine, puis même à l'heure actuelle, avec le contrôle COVID, c'est rendu complètement fou. Des lockdowns majeurs, ces autres sont complètement fous. Là.
Fait que, tu sais, comment tout ça s'articule d'un point de vue mondial, comment on veut contrôler les masses et ainsi de suite. C'est très préoccupant, mais en même temps très intéressant à suivre là, en tant que commentateur comme ça, sur le côté, sur le side, comment on fait ça. Passons à la nouvelle suivante. Oui. Ben écoute, juste pour conclure là-dessus, là, c'est pas fini pour Clearview AI. Là. Tant qu'ils sont en vie, là, on sait très bien qu'on va faire un petit heads-up sur les prochaines étapes, puis qu'est-ce qui va se passer. Là. Mais bon, écoute, c'est le rêve qu'ils ont créé avec leur outil. Ça fait longtemps que ce rêve-là est caressé et qu'on le voit dans plusieurs types de publications médias, que ce soit film, que ce soit roman. C'est spectaculaire, là. Tu sais, je faisais une petite référence tantôt à Minority Report, le rapport minoritaire avec Tom Cruise. Souvenez-vous, là, c'est pas j'ai vu le film là 2 semaines passées à la TV. Souvenez-vous, là, quand il est dans le centre d'achat, là, puis on voit l'hostie de belles montres de la mort, puis juste avec un petit clin d'œil de la caméra qui reconnaît justement l'individu, changer la photo sur le panneau publicitaire pour lui dire « Hey, big boy, look at yourself wearing that watch. Hey, big boy, come by me. » Comprenez l'histoire ici, là? Tu sais, Clearview sont en train de faire ça, là. Mais bon, à suivre. Effectivement, ça a encore du développement. De toute façon, ils nous ont pas déçus pour le suivi de cette saga-là depuis le début. Fait que je pense qu'on va avoir encore quelques temps de nouvelles qui vont nous fournir. Donc, passant à l'autre nouvelle, on bascule sur mes nouvelles. Enfin, j'en reviens sur Log4j. C'était l'événement qui a conclu 2021 de façon assez importante. On en avait déjà parlé sur l'épisode d'actualité précédent. On était plus au début de la divulgation. Là, ça a été, en somme toute, une espèce de fiasco, cet élément-là, au sens où ils ont sorti plusieurs correctifs par-dessus les correctifs, justement pour corriger des problèmes qui étaient injectés par les nouveaux problèmes. Là, on a eu des nouvelles comme quoi le ministère de la Défense belge a été attaqué avec cette vulnérabilité-là, attaqué de façon concluante là, dans ce qu'il mentionne. Je ne sais pas ce qui a été fuité ou ce qui a été aperçu, mais bon, bref, l'attaque a mené à terme le 24 décembre, c'est-à-dire il y a 3 jours à la date d'enregistrement. Le gouvernement américain avait imposé à toutes les organismes, à tous les ministères, les départements, tous les éléments de public américain d'être conformes. Je ne sais pas ce qui s'en est passé. J'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, mais c'est quand même massif. Au Québec, on avait eu le ministère qui avait forcé tout l'appareil gouvernemental québécois à s'arrêter, corriger et remettre en ligne, ce qui est en soi une stratégie très sage, considérant que l'armement qu'il y a eu par la suite lui a donné raison essentiellement, c'est-à-dire qu'on s'est soustrait de toutes ces manœuvres d'attaque-là. Donc, ce pari-là qu'il a pris lui a été payant cette fois-ci. Donc, de prudence, ça a été très utile. On s'est probablement évité des problèmes futurs qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on été moins prudents. On les laissé les systèmes ouverts. Ils mettent des dates butoirs, eux autres ont probablement plus de probabilité d'être infectés par du code latent aussi, ce qui est un énorme problème là, pour avoir vu certains cas, disons, les malveillants vont rentrer et se laisser désirer pendant quelques semaines et ils vont réactiver leur code à ce moment-là, donc aller plus loin. Donc, on a plusieurs éléments face à ça. J'ai hâte de voir comment ça va en continuer. Puis ça va être encore vraiment une nouvelle qui va revenir de façon récurrente. Peut-être un peu moins dramatique qu'on a pu vivre, puis d'ailleurs qui a probablement gâché le Noël de bien des gens. Le temps des fêtes ont dû passer les gens en infosec de travailler là-dessus puis de devoir faire des comptes rendus, faire les inventaires, faire les choses. Ça demeure que c'est un rappel important que faut savoir ce qu'on a dans nos environnements, avoir les inventaires, ne pas exposer, mettre le zéro trace, qui est essentiellement un autre vecteur très, très pratique pour contenir ça. Les entreprises et les gouvernements qui ont déployé ces stratégies-là sont beaucoup moins à risque de se faire manœuvrer, mais et ainsi de suite. Donc, c'est très particulier comme bug. Ça va modifier, j'espère, ça va modifier de façon sérieuse et durable les habitudes des gens et ne pas juste on va balayer puis on va continuer comme avant, comme si de rien n'était, malheureusement. Ouais, je vais essayer. Oui, ça s'en vient. Il fallait que
Faut que j'utilise une souris. Là. C'est long, partir du coin ici, là, puis descendre en bas dans Chagas. J'ai vu, écoute, j'ai lu un article, je vais essayer de le récupérer, là. Oui, effectivement, là, quand tu l'as dit, là, quand l'annonce de la faiblesse a été publiée, puis que Éric Kerr a fait justement sa conférence de presse, on n'était pas les seuls, là. Ça se faisait un petit peu partout dans le monde, puis on l'a compris rapidement, là, on est dans le domaine, entre vous et moi, là, c'est pas notre gouvernement uniquement dans l'univers connu qui est faible à ça. C'est tout l'univers connu. T'sais, on l'avait compris rapidement, puis on s'attendait à ça. J'ai vu qu'il y a des attaques qui ont commencé. Il y a certaines entités, justement, dans certains secteurs, puis certains pays, où malheureusement, ils font état justement d'attaques dont le vecteur, justement, là, est cette faiblesse-là. Je vais essayer de le retrouver, là, puis pogner les liens, puis coller ça dans notre document, Nico. Mais j'ai lu un article très, très rapide sur le téléphone, puis j'ai pas de téléphone avec moi, là. Je l'enferme, là. Je suis équipé de partout, là, mais là, c'est dans une autre pièce, puis je ne sors pas d'ici. Mais je vais le récupérer, je vais le mettre là. Mais c'est une faiblesse avérée, là. Autrement dit, elle marche. Tu patches pas, c'est fini, là. Tu as laissé les portes de ton char débarrées, là. Hein? Avec ton portefeuille dedans, là. Puis il y a une boule disco sur le char qui dit portefeuille à l'intérieur. C'est ça, là. Mais bon. Essentiellement ça c'est un des aspects parce que tu as eu énormément de balayage extérieur qui s'est fait dans les premiers jours que suivi. Maintenant, on est rendu au stade où les groupes malveillants, c'est Conti qui a été nommé, mais si je me trompe pas, les autres aussi ont commencé à intégrer cette vulnérabilité-là dans leur boîte à outils. Donc, ils utilisent de plus en plus ces outils-là pour entrer et casser les réseaux pour voler de l'information et faire du rançon logiciel. Conti avait d'ailleurs développé, puis ça, c'est assez violent comme stratégie, c'est-à-dire que dès qu'il prend pied dans le réseau, il détecte s'il y a un vCenter, le VMware qui est là, donc les machines virtuelles où les serveurs roulent, et il va chiffrer tous les serveurs. C'est assez violent comme stratégie, c'est-à-dire que l'ensemble de l'infrastructure devient indisponible à ce moment-là. Fait ils jouent plus dans la cour des enfants. Là. C'est vraiment rendu très dommageable ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Donc, c'est très épeurant de voir ça. C'est probablement de ma carrière la première fois qu'on est vraiment près d'un événement catastrophique de cette nature-là, où avant, on faisait plus sortir l'épouvantail parce qu'on voulait sensibiliser les gens. Là, on n'est plus à l'épouvantail. Là, il est vrai, le bonhomme 7 heures, il existe pour de vrai, ou le marchand de sable, ou peu importe comment on veut le nommer. Ce bonhomme, ce croque-mitaine, il est vraiment là, on le voit de plus en plus. On a vu Colonel Paraplan qui s'est fait avoir facilement, mais maintenant on est rendu avec des outils, des toolkits très puissants. Puis là, ce qui est souci aussi, c'est qu'on est dans le temps des fêtes. Puis ça, c'est une nouvelle suivante. C'est que comme on est dans le temps des fêtes, là, ils ont sorti ça juste pour emmerder les gens, le Log4j. Mais en même temps, la hausse des attaques, elle est très significative. Pour les gens que je connais en sécurité opérationnelle, ils ont vu exploser le spam, là, mais là, c'est x10, x1000 la quantité de spam, ce qui fait que cette quantité-là, il y en a qui circulent et réussissent à passer à travers les filtres. Donc, les gens ont les courriels malicieux dans leur boîte et la plupart des gens vont se laisser tenter par quelque chose qui a l'air plus ou moins légitime. Donc, ils vont cliquer sur le lien, vont ouvrir le fichier Excel infecté et qui va mener à la compromission du réseau d'entreprise. Donc, c'est très, très combiné ensemble. Là, c'est vraiment une recette à la catastrophe dans laquelle on se dirige. Rapidement, là, je l'ai retrouvé. C'est l'Iran et l'Israël, bien entendu. L'Iran aurait tenté plus d'1 800 000 fois l'exploitation vers des infrastructures israéliennes. On parle de la semaine passée. Là, j'ai retrouvé l'article. Là, je vais te copier le lien. Écoute, c'est rien de magique, là. Mais faut pas se leurrer dans ces pays-là. Là. Vous savez, là, 1 an ou 2, je me souviens pas si c'est la Palestine ou les Israéliens, mais une cyberattaque avérée, paf, ils ont tiré un vrai missile. C'est plus drôle, là. Ça veut dire que sont aussi bien d'arrêter de sécuriser virtuellement parce que les pays s'envoient des missiles comme représailles. C'est plus drôle, là. Écoute, ils ont trouvé le sous-sol du clown qui aurait fait l'attaque. C'est un pâté de maison complet qui explose. Voyons,
c'est un missile de 20 pieds qui arrive, là. C'est pas, ça flash pas, là. Mais bon. Mais il y a des conséquences réelles maintenant dans ces éléments-là. Tu sais, avant, on était juste dans notre monde, dans notre Disneyland de sécurité et des affaires-là, mais maintenant, quand les armées s'impliquent là-dedans, quand il y a des menaces réelles à la souveraineté nationale, c'est beaucoup moins drôle. Et donc, il y a des actions et des réponses qui sont armées, qui vont avec. Puis d'ailleurs, là, on l'a pas dans nos show notes, mais pour les gens qui suivent l'actualité, il y a une tension à l'heure actuelle entre l'Ukraine et la Russie, qui a pour point de contention l'OTAN, entre autres. Donc, tous ces éléments-là. Il n'est pas exclu qu'ils vont voir apparaître beaucoup de guerres numériques dans ce contexte-là qui va exploser. Probablement qu'il va y avoir des collatéraux, on va le voir passer. Mais l'Ukraine croit vraiment qu'il va y avoir des manœuvres réelles. Ils ont durci. En tout cas, maintenant, ils ont fait un genre à coton pour aider les gens à durcir le réseau électrique du pays, justement en prévision qu'il allait y avoir des attaques réelles de la Russie pour déstabiliser le pays en l'usage en coupant des circuits électriques. Mais ça va me rappeler une image que tu as donnée, genre le gros couteau. Ben, le gros couteau, il est rendu virtuel maintenant. Fait que celui qui coupe le courant de tout le monde, il est plus mécanique, mais il a peut-être intérêt de le retourner mécanique d'ailleurs. Là, je t'ai pris par surprise, fait que tu n'étais pas tout à fait prêt. Surtout ton curseur de souris, là. Ouais, je suis sur deux claviers, là. Mais non, effectivement, j'aborde dans le même sens, là. Il y a Là, il n'y a plus juste du virtuel, là. Il y a du virtuel, puis il y a un mix de physique au travers de ça, là. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Quand je parle de chacun, je parle aussi d'entité et d'état. Dans le cas des, je me souviens toujours où je crois que c'est le gouvernement américain qui avait annoncé les premiers publiquement qu'un type de délit ou d'attaque sur une infrastructure d'importance états-unienne devenait un acte de guerre. Mais on les a jamais vus réagir. Les autres pays, je suis pas dans le secret des dieux. J'ai pas Iran radio, Israël radio, Palestine radio, etc. Ici là. Mais les premiers à répondre, si je me trompe pas, c'est des pays du Moyen-Orient avec la frappe dont je parlais tantôt là. Hein? Attaque, trouver, missile, paf. Faut dire qu'ils sont assez proches, les pays aussi là, dans ces circonstances-là. Mais tu sais, ils ont-tu acquiescé au gouvernement américain en disant bon ben ça y est, dans notre encadrement militaire et de protection de nos frontières et territoires, blablabla, ça devient un acte terroriste, un acte de guerre, pardon, et une riposte militaire est permise. Je le sais pas, mais on voit des nouvelles depuis plus de 20 ou 30 ans. Les ripostes militaires, c'est à toutes les sauces, malheureusement, dans ces pays-là, où il y a tout le temps des tensions. Mais bon. Ben, on se sent verra. De toute façon, les Américains, jusqu'à présent, n'ont pas montré la volonté de réagir militairement parlant. Cela étant dit, si on prend un cas dramatique aux États-Unis, comme avec Colonial Pipeline, par exemple, c'est étrange à quelle vitesse les informations de dénonciation des groupes criminels qui étaient en arrière ont eu lieu suivant celle-là. Probablement par des pressions qui ont été faites par les États-Unis sur la Russie, justement pour les inciter à ne pas protéger ces gangs-là, quitte à des menaces peut-être plus militarisées dans ce contexte-là. Fait qu'on est quand même dans un contexte, même si de façon directe, il y a quand même des négociations diplomatiques qui mettent sur la table ce genre d'éléments-là, puis là, d'où est sortie toute la volonté, du moins, non, c'est pas les Américains, de mettre des infrastructures hors limite des attaques des groupes criminels, justement, pour avoir une certaine forme de stabilité sociale sans vouloir déstabiliser. Comme tolérer les criminels, mais sans que ces criminels-là tombent dans la zone militarisée, donc ainsi des réponses militaires sur des gestes qui auraient posé. C'est parti partout, cette nouvelle-là. Fait que, on va se passer à la suivante, puisque Vincent avait encore perdu le track de son curseur, fait que son curseur était caché quelque part sur son écran. Fait que on va poursuivre. Puis d'ailleurs, tout dans cette séquence-là, ce qui est important aussi de retenir, puis que ce que Log4j a un peu déstabilisé, parce que ça a mis le focus énormément sur le réglage de régler ce problème-là spécifiquement. Et ça nous a pas permis de voir ce qui se passait. Sinon, ça a dirigé l'attention ailleurs.
Donc, on n'a pas été très attentif à ce qui se passait. Microsoft a d'ailleurs divulgué des vulnérabilités très importantes au niveau des Active Directory qui permettent de devenir domaine admin assez facilement, selon une séquence définie. Donc, celle-là est quand même assez catastrophique en soi. Pas autant que Log4j parce qu'elle n'est pas attaquable de l'extérieur comme Log4j, mais quand même, si on prend pied à l'intérieur, elle est aussi dramatique qu'on pourrait avoir avec un Log4j, par exemple, dans lequel ça ne serait pas très difficile de monter jusqu'à domaine admin ou global admin, tout dépendant, là, si on va dans l'univers Azure, il y a des ponts qui se font à ce moment-là. Fait qu'il faut rester attentif. S'il y en est une, Microsoft en a connu d'autres vulnérabilités assez importantes aussi dans le même cycle qui ont passé sous le radar finalement parce que l'attention n'était pas tout à fait là. Puis c'est un peu le danger d'avoir une vulnérabilité comme Log4j qui attire toute l'attention. Il y a d'autres choses qui existent. Les malveillants, eux autres, sont maîtres de l'illusion, donc vont réussir à projeter vers l'avant puis passer d'autres choses de l'autre côté. Donc, de voir comment on peut rester vigilant sur l'ensemble de ce qui se passe. Puis d'ailleurs, comme je mentionnais, les attaques sont augmentées pendant le temps des fêtes. C'est vrai, le courriel, c'est une chose, mais il y en a exactement d'autres types d'attaques qui sont en explosion. Donc, de toujours être beaucoup plus vigilant. Donc, patchez vos environnements Microsoft, ne laissez pas tarder parce que Log4j est là. Faut pas retarder parce que c'est le même niveau de danger qui est associé à ce genre de choses-là. Là, Vincent, tu as racheté une nouvelle de façon inattendue. Je vais te repasser parce qu'à la volée, je vais te repasser la nouvelle. Ouais. Écoute. Ça vient de sortir. L'Agence de la santé publique canadienne a admis la semaine dernière, on parle d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ce matin, 7h54, on est-tu le 27? On est le 27, hein? C'est le 27. Oh, we got this. Eh bien, l'agence a épié des données de localisation de 33 millions d'appareils mobiles canadiens. Bon, 33 millions d'appareils, je sais qu'on est 30-32 millions au Canada. 33 millions, ça veut dire l'ensemble des Canadiens. Ben non. On parle de 33 millions d'appareils mobiles, point. Des appareils de compagnie, des appareils personnels, des gens qui possèdent 2, 3, 4, 5 appareils. Mais bon, donc, en raison de l'urgence de la pandémie, l'agence a collecté puis utilisé des données mobiles anonymisées. C'est ce qu'ils ont admis. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Puis ils appellent ça ici, bougez pas, TELUS Data for Good. Bon, c'est pas mal éloquent. Ça ressemble à TELUS. Hein? 33 millions d'appareils. Puis on parle pas nécessairement d'appareils, il parle aussi d'antennes. Hein? Il voulait voir, semble-t-il, il voulait voir un peu le déplacement du cellulaire. En fait, comment le cellulaire se véhiculise dans les grandes plaines canadiennes, nos montagnes rocheuses et compagnie. C'est un petit article très petit ici, mais wow! Donc, ils ont fait quelque chose à notre insu, puis on l'apprend 21 mois plus tard. Il y en avait parlé avant, c'est la deuxième fois qu'on parle. La première fois qu'il avait parlé, ça fait pas loin d'1 an, c'est-à-dire c'est dans la zone la grande noirceur au Québec où on avait un couvre-feu. Il y avait justement tiré des analyses que les mouvements étaient diminués, le couvre-feu avait eu un impact réel sur la réduction des déplacements des gens. Donc, il avait défendu ça comme ça. Là, mettons, la nouvelle est plus vaste parce que là, elle nous montre pas juste un petit moment dans l'histoire, mais un ensemble des moments qui ont été utilisés par rapport à ce genre de choses-là. Tu mentionnais anonymiser. À quel point ces informations-là sont anonymisées, à quel point on est capable ensuite de retracer que moi, j'ai bougé ou j'ai pas bougé, et dans quelle mesure ces données-là ne peuvent pas être utilisées à mauvais escient, soit par des criminels, soit par les forces de l'ordre de façon non autorisée, pour savoir comment les gens sont déplacés ensuite, puis comment on fait ce genre d'espèce de forme de surveillance de la population, de surveillance des masses. C'est un peu troublant, là. Ben écoute, c'est parce que si les données sont anonymes, tu peux pas cibler de groupe en particulier. T'as pas de groupe d'âge. T'as pas t'as pas de dénominateur. C'est générique. Dernier paragraphe, c'est un peu intéressant, là. Il y a un double standard dans le paragraphe. Hein?
En octobre, le contrat a expiré, donc l'ASPC, l'agence, a pu accès aux données, mais prévoit suivre les mouvements de population au cours des 5 prochaines années. Ça prend des données pour faire ça. Il faut qu'il y ait une production de données quelque part. Comment vous allez faire ça? Est-ce qu'ils ont trouvé un farfadet dans un tiroir de bureau à quelque part, puis ils ont donné un contrat? Je ne sais pas, là. Mais comment tu fais si tu n'as pas de données en disant que tu n'as plus de contrat? Ils ont-tu décelé une méthode? Ils ont-tu... on est dans une drôle de zone, là. Parce qu'il n'y a rien après. Le contrat expire en octobre et là, n'a plus accès aux données. Ajoutez pas d'octobre, mais l'agence prévoit suivre les mouvements pour les 5 prochaines années afin de traiter d'autres problèmes de point. J'ai rien après. J'ai comme une conclusion qui dit ça va bien, on n'a plus accès aux données, mais on va continuer à vous suivre. Salut! Puis là, c'est fini. On vient de fermer le canal. Wow! Je sais pas, là, j'ai des questions, voilà. Ben, clairement, puisque de toute façon, l'article n'est pas clair, mais là, on est dans un contexte de transparence. L'importance dans ce cas-ci, c'est la transparence, parce que justement, s'ils démontrent de façon publique c'est quoi l'algorithme d'anonymisation, peut-être qu'il y a effectivement un espace et une zone à ce qu'on puisse utiliser de façon légitime pour les biens de la santé publique. Ça me va, puis je suis d'accord avec l'idée qu'on est capable d'aller dans cette zone-là. Par ailleurs, il n'y a pas de transparence, donc j'ai de la misère. Donc, on a déjà une certaine difficulté. Puis là, tout le volet, parce qu'on a tendance à parler de oui, les métadonnées ne sont pas protégées parce que la donnée personnelle, c'est ma conversation téléphonique qui est protégée, ça c'est correct. Sauf que mes métadonnées ne sont pas protégées à la même hauteur, c'est-à-dire que toutes les personnes avec qui je parle, j'ai eu un épisode avec Emeline à ce sujet-là, justement qu'on abordait sur le fait que les métadonnées peuvent révéler énormément d'informations sur nous et même peuvent être dangereuses sur l'interprétation de ce qu'on peut en faire. Puis c'est ça qui est utilisé dans ce cas-ci des métadonnées. Donc, j'ai un énorme malaise de cette transformation un peu à la marketing qu'on voit un peu ce qu'a mené, par exemple, comme chez l'incident chez Desjardins, cet usage marketing à outrance de données pour mener à d'autres choses qui, finalement, au détriment de la vie privée des gens, au détriment de la sécurité de ce qui peut être protégé. Là. Écoute, tu mentionnes Desjardins, mais pour avoir fait plusieurs entités, là, il y a... Écoute, tu peux tellement faire une belle exploitation de ce type de données-là à toutes les sauces. Marketing, c'en est une. C'est un vecteur. Actuariel pour développer des modèles de risque, entre autres. Écoute, il y a tellement de belles mauvaises choses que tu peux produire avec ces types de données-là. C'est à quel point la personne qui est en autorité sur une telle exploitation est responsable et elle est éthique, elle s'assure. Tu sais, l'objectif au final, disons que une entité développe la recette magique. Il reste au final, quand tu veux exploiter ta recette, ça va être très simple, là, puis je vais revenir à un concept d'Aladin là, qui veut le cœur de Jasmine, mais elle doit l'accepter de façon libre et éclairée. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité pour le génie d'altérer son jugement. C'est la même chose ici avec les données. Vous êtes le génie, mais à terme, vous ne pouvez pas influencer de façon arbitraire la personne qui va prendre la décision d'adhérer ou non à votre produit. C'est le même scénario ici. C'est que tu peux développer ta recette magique, faire ta concoction ou peu importe, répondre aux vœux de ou les personnes, mais au final, le consommateur doit être en mesure, vous devez démontrer, c'est là toute la beauté du terme, pas du tout scientifique, mais très légal, de prendre une décision libre et éclairée. Avez-vous fourni l'ensemble des informations pour que votre client prenne une décision libre et éclairée? Et ça s'arrête là. Maintenant, ça, c'est une chose. C'est une chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est une chose. Dans ce de ça, la donnée en tant que telle, là, vous avez développé la formule magique. Vous détenez la potion magique, là. Il ne faut pas la vendre.
faut pas que ça fuit. Ça, c'est l'autre élément. Moi, je vois deux aspects ici. L'objectif, montrer le rêve, mais que la personne prenne une décision libre et éclairée d'accepter ou non le rêve. Des fois, c'est le rêve pour le vendeur, mais ce ne l'est pas pour le client. C'est tout à fait correct. C'est ce qu'on appelle justement avoir du jugement. Puis prendre une décision libre et éclairée. Mais l'autre élément, c'est si ça n'a pas marché avec une telle compagnie, de dérober puis d'envoyer la recette magique à une autre, ben là, ça, c'est l'autre aspect aussi. Mais c'est un peu ma caricature de l'exploitation de telles données. Je ne dis pas que c'est mal. Elles sont là. Puis si elles sont parlantes puis les données disent la vérité, ben moi, je vais juste dire « wow ». Mais encore là, c'est la façon dont il y a eu la collecte, la façon dont ça a été collecté, saisi, transformé, exploité jusqu'à une éventuelle décision qui mène à une vente ou peu importe. Moi, c'est tout ça. C'est tout l'aspect. Je pense qu'on a quand même des bons moyens, des bonnes protections. Tu sais, les aspects de bonne foi de ces exploitants-là pour amener à vendre le produit et le libre choix de l'individu qui va acquiescer ou non à l'acquisition d'un tel produit. Il faut que ça demeure dans le respect. Je pense il y a quand même une bonne protection. Comme je viens de dire, pour arriver à développer un modèle, il y a quand même une zone opaque. Comment ces données-là ont été collectées? Vous savez, là, je vais juste lancer une petite perche. Là. Je pointe personne, je nomme personne. Il y a beaucoup d'applications mobiles. Vous savez, dernièrement, Apple a mis son système d'exploitation à jour. Ils ont avisé l'année passée qu'il allait avoir des nouvelles mesures qui allaient encadrer certains éléments. Qui disaient, par exemple, que toutes les applications tierces sur le Apple Store qui allaient collecter certaines données, ben, il allait demander votre consentement. Souvenez-vous-en. C'est justement pour éviter que vous disiez oui trop vite à une réglementation qui a 30, 50 ou 60 000 pages. Nicolas me voit venir avec ça, là, les trucs incompréhensibles. Ben, Apple veut protéger, veut pas protéger les compagnies, veut protéger l'individu qui possède justement le téléphone cellulaire. Ben, c'est que ça veut dire, vous n'avez pas besoin de lire entre les lignes, c'est assez clair, c'est qu'il y a des compagnies qui collectent certaines données, puis peut-être même encore à votre insu sur certaines applications, puis qui en font une forme d'exploitation qui mène justement à un objectif, faire de l'argent, mais avec vos désirs, vos rêves, vos goûts, etc., etc. Ça mène à une panoplie de choses que tu mentionnes là, d'ailleurs. La PS64 au Québec qui vient justement encadrer davantage ces axes-là qui justement permet ou va obliger les compagnies à agir de façon plus responsable face à la collecte de ces données-là, face à l'usage de ces données-là. Donc, on a au moins dans un avenir rapproché des choses qui peuvent être rassurantes pour le citoyen, rassurantes pour le consommateur de ce côté-là, justement pour nous amener à une zone intéressante. Il y a aussi tout le volet continuité dans le temps, transparence qui est très importante aussi, qu'on va voir avec les différents éléments, comment tout ça va se matérialiser aussi et comment on est capable justement d'utiliser pour le bienfait, puis on revient toujours pour le bienfait de tout le monde, quels sont ces axes-là. Fait qu'on va voir comment tout ça va se matérialiser. J'ai très hâte de voir comment on va en sortir, puis comment on va être capable d'aller pour le plus grand et sans que les gens se sentent obligés. Fait qu'on va voir l'application. Je sais que l'Ontario va adopter, le fédéral est censé revenir avec ça, le BC aussi. Fait qu'on va commencer à avoir un framework canadien qui va être intéressant, qui va nous ramener au même niveau que l'Europe avec le RGPD. Donc, on va être capable de peut-être être plus armé face à ça. L'autre aspect aussi, le consentement libre et éclairé. On l'a vu dans la PS64 puis dans le livre blanc ontarien.
tout le volet fatigue parce que tu dis, OK, oui, il est libre éclairé, mais les maudits sites avec les cookies, puis pour accepter 10 cookies, puis ci, puis ça, ben généralement, on s'en torche un peu des cookies parce que là, j'arrive sur le site, je veux accéder au contenu, ben j'ai pas le temps de commencer à lire, puis à savoir, puis à méditer sur le fait que je veux, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas. Ben j'accepte pas parce que ou j'accepte parce que je veux voir les maudites données, là. Je veux voir l'article, je veux voir les choses, là, je vais aller. Fait que j'ai pas le temps de commencer à réfléchir à chaque site que je vais aller pour ce genre de choses-là. Fait que comme un problème d'application de ce volet-là, peut être intéressant de voir comment on va pouvoir ramener ça et comment pouvoir faire cheminer ça à travers le temps. Changeons de nouvelle. Une petite dernière. Amazon au Luxembourg a réussi à contester la pénalité qui était quand même assez volumineuse sur le non-respect du RGPD à ce moment-là pour faute, semblerait, de la couronne qui n'aurait pas réussi à présenter des preuves suffisamment tangibles face à la poursuite qui a été mise en œuvre. C'est intéressant de voir comment tout ça va cheminer. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va avancer, voir comment le RGPD s'applique. C'est sûr que c'était des premières poursuites majeures qui étaient en cours dans cette zone-là, de voir comment tout ça est fait. C'est quand même des montants assez faramineux qui a été fait. J'ai un peu le feeling que les pays européens étaient un peu à la course de qui était le premier à aller mettre ce genre de choses-là en place. Fait que ça se pourrait que le Luxembourg ait tourné un peu les coins ronds justement pour arriver le premier à la ligne d'arrivée pour récolter l'argent qui est au bout de la pénalité. Là, je défends pas le fait qu'Amazon ou quoi que ce soit, ni le pays. Le processus aura été probablement mal suivi. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Souhaitons que en second plan, le Luxembourg puisse amener les preuves tangibles et robustes justement pour appuyer leurs conclusions qui les a menés à cette pénalité-là qui était quand même assez substantielle. Et le cas échéant, si c'était du vent, j'espère que ce ne soit pas du vent, que la justice se fasse comme la justice doit vraiment se faire. Écoute, si tu veux mon avis, là, le Luxembourg, pour moi, ça fait pas bien pitié, là. Un petit pays de bandits qui blanchit de l'argent, là. Puis pour une ancienne collègue qui disait qu'elle a pris un contrat puis qui est partie vivre là-bas, fine. Pas de produits, pas de services. Là. Ils n'ont pas de matière première, ils n'ont pas d'exportation, ils n'ont rien. Il y a des très bons services d'actuariat financier, fiscalité, etc. Moi, on va dire, là, ils font pas bien pitié avec leur modèle. Mais je vais dire comme toi, j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser parce que ça va juste être plus de milliards qui vont rentrer dans des coffres de bandits. C'est comme ça que je les vois, là, les Luxembourgeois. Là. J'ai rien contre monsieur, madame, mais le petit modèle non éthique, c'est probablement le seul pays non entouré d'eau qui offre des paradis fiscaux, alors que les milieux de l'Europe, là, d'abord. Attends, je ne me prononcerai pas sur cet accès des choses, mais c'est intéressant de voir que c'était quand même les premiers à se précipiter sur l'application des sanctions du RGPD face à un des géants américains. Voyons voir comment c'est, parce que au bout du compte, il ne faut pas que ça devienne un levier européen pour emmerder les compagnies américaines non plus. Il ne faut pas que ça serve à ce genre de choses-là. J'espère que ça ne servira pas à ce genre de choses-là, que l'application du RGPD ne soit pas viciée par une course à l'argent, mais soit vraiment menée dans un contexte où on est là pour protéger l'information des citoyens et une vraie protection des données des citoyens pour justement faire avancer les choses. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est des rebondissements intéressants de voir comment tout ça a lieu. Oui, pour moi, c'est une tapette à mouche. Ça demeure une tapette à mouche. Il faut que ça demeure une tapette à mouche. C'est une fois de temps en temps, tu as dépassé les bords, une petite claque, une couple de millions. T'as-tu compris là? Oui. OK, mon gars, tourne jouer dans le cours. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Il faut que ça soit ça, là. Il faut que ça soit ça, mais que ça soit percutant. Il faut que ça demeure tout de même percutant. Fin. Mais il ne faut pas que ça devienne, comme tu dis, abusif, puis une machine à sous. Il ne faut pas que ça devienne un parcomètre, tabarnak. Là. C'est une très belle image, effectivement. Il ne faut pas que ça se transforme à ce genre de choses-là.
Fait qu'on va conclure sur ça. Donc, dernier épisode d'actualité de 2021 qui était une année qui est quand même assez funky dans l'ensemble. Beaucoup de rebondissements en sécurité, mais dans la vie sociale aussi, avec les différents déconfinements, reconfinements et les rebonds avec Omicron qui vient un peu bousiller notre liberté individuelle à cette fois-ci. Donc, on est dans des éléments de réflexion sociale à avoir face à ce genre de choses-là, mais évidemment, portez un masque, lavez-vous les mains, faites-vous vacciner. Peace. Omicron. Le contraire d'oméga. Petit O en Y et non grand O comme oméga. Pas Omicron, ça flash Omicron, mais c'est Omicron. Comme les Decepticons, Optimus Prime. Le méga Etron. Fait que sur ça, hey, peace! Bonne année! We got this! On passe au travers, ça marche.